Bienvenue, suivez-moi en tant que Lenovo IDEA Tub Plus et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Je vais commencer en étant tout à fait franc, ce ne sera rien de compliqué. Donc, si vous cherchez des astuces très cachées ou des choses de ce genre, je ne vais probablement pas aborder cela. Donc, soyez prévenus. Et ces conseils s'adressent surtout à ceux qui ne savent pas vraiment quoi chercher dans les paramètres et ce genre de choses. Donc, avec cela en tête, ouvrons nos paramètres. Faites défiler vers le bas, naviguez ici et débarrassons-nous de ces trucs inutiles. On peut à nouveau accéder aux options de fond d'écran et d'affichage ou de fond d'écran et de thème. Maintenant, pour une raison quelconque, il veut accéder aux photos et vidéos. Ah, ça. D'accord, c'est bizarre. Mais je suppose que c'est pour les fonds d'écran afin qu'il puisse aussi les récupérer depuis notre galerie. Mais dans tous les cas, ici, on peut changer des choses comme les thèmes, ce qui... Ah, voilà. Il est en train de les charger. Oh, je n'ai même pas de connexion Internet, donc je ne sais vraiment pas comment il les charge, mais bon, dans tous les cas, vous avez essentiellement des thèmes, tout simplement. Et ici, cela fait référence au pack d'icônes, et vous pouvez voir que chacun d'eux a un style d'icône différent. Donc, vous pouvez choisir celui qui vous plaît personnellement. Je suis en fait curieux, si j'en sélectionne un, est-ce qu'il va s'appliquer ou est-ce que je devrais me connecter au réseau? D'accord, on dirait qu'il l'a partiellement appliqué. En fait, je trouve ça plutôt sympa maintenant. Il ne semble pas que chaque icône soit thématisée, c'est juste la forme de l'image qui change. Mais par exemple, vous pouvez voir que toutes les applis Google inutiles ont toujours le même aspect inutile qu'avant. Maintenant, elles sont juste carrées. Bref, revenons ici et on peut continuer. Pour une raison quelconque, nous avons aussi les icônes séparément qui sont incluses dans les thèmes. Apparemment, il n'y a que des icônes et des fonds d'écran. Et nous avons des choses comme des fonds d'écran locaux sélectionnés. Je suppose que ce sont les fonds d'écran par défaut proposés par Lenovo. Je pense que c'est à cela que ça fait référence. Et l'album local. Donc c'est ça, ce serait notre galerie ainsi que d'autres options ici en dessous. Donc, nous avons des animations de chargement, des polices pour les écrans de verrouillage et des couleurs de thème système que vous pouvez personnaliser. Il y a aussi quelques autres petites choses ici. Probablement celle qui sera la plus visible, ce sera l'icône ou les couleurs du thème système. Cela fait donc référence à des couleurs comme celle-ci ici et aussi comme celle-là juste là. Vous pouvez les choisir et vous pouvez les avoir en fonction du fond d'écran que vous utilisez actuellement ou des couleurs de base qui seraient simplement... Apparemment, je ne peux pas choisir la couleur de base. D'accord. Donc, dans ce cas, je ne peux la choisir qu'à partir du fond d'écran. Et quand vous... Est-ce que le thème m'empêche vraiment de faire ça? Ah, voilà. Donc, il faut l'activer sur la couleur du thème système. Donc, une fois que vous l'activez, ça va... Voilà. Vous pouvez voir que ça change automatiquement, même l'arrière-plan juste ici. Donc, vous pouvez voir que ça se modifie automatiquement. Donc, ces couleurs sont en fait choisies automatiquement à partir du fond d'écran. Donc, si vous changez le fond d'écran, celles-ci changeront aussi. Et certaines d'entre elles sont un peu étranges. Par exemple, je ne comprends pas d'où sort ce vert néon et ce bleu dans un fond d'écran apparemment tout marron. Mais bon, Google, j'imagine que c'est spécial de trouver des couleurs qui n'existent pas là-bas. Dans tous les cas, vous pouvez en choisir d'autres ou aller dans les couleurs de base, ce qui vous permettrait de sélectionner définitivement une couleur spécifique, comme par exemple le bleu. Donc en fait, je vais rester sur celle-ci. Oui, ça a l'air plutôt bien. Donc en fait, et celui-ci a l'air un peu mieux. Alors, voilà, c'est bon, un peu plus éclatant. Bon, passons maintenant à la section affichage. Ici, on a des choses comme le mode clair et le mode sombre, donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre, mais il y a aussi le changement automatique. Donc ici, vous pouvez choisir
Ainsi, l'appareil passera automatiquement du mode clair au mode sombre, soit en fonction du coucher et du lever du soleil, soit selon une minuterie personnalisée que vous pouvez définir. De cette façon, vous pouvez le configurer. Ainsi, votre appareil passe du mode clair pendant la journée au mode sombre pendant la nuit. Et donc, par exemple, si vous voulez vérifier l'heure la nuit et que vous appuyez simplement sur le bouton d'alimentation, vous n'êtes pas complètement ébloui par votre appareil. Vous l'obtenez en mode sombre, ce qui évidemment n'est pas aussi lumineux. Alors que pendant la journée, je pense que le mode clair est un peu plus facile à voir. Donc vous pouvez utiliser cela ici. Maintenant, ici, nous avons aussi des options comme le mode couleur de l'écran, qui est réglé sur vif, ou nous avons aussi le mode standard. Cela fait simplement référence à la saturation des couleurs, à quel point les couleurs paraissent vives. Et il est déjà réglé sur celui qui est un peu plus coloré. Donc le mode standard devrait l'être. Voilà, c'est plus atténué. Maintenant, je ne sais pas si c'est aussi visible à la caméra. Je peux clairement voir une différence, et en particulier les bleus à la caméra en regardant dans le viseur. Donc si vous faites attention au bleu, à quel point il change, il baisse en intensité et à quel point il est visible par rapport aux autres couleurs. Et je peux aussi voir le rouge. Donc ici précisément, ça change aussi. Donc ce sont juste des changements subtils qui vont impacter les couleurs, les rendre moins rouges ou bleus dans ce cas, puisque comme je l'ai dit, ce sont celles qui sont les plus visibles, leur intensité baisse dans les couleurs. Quelque chose qui n'est pas visible sur l'enregistrement, c'est l'augmentation de la chaleur de l'affichage lui-même. Donc tout type de fond blanc, comme ceux juste ici ou autour, deviennent un peu plus chauds. Au lieu de cette teinte bleutée, elles prennent plutôt une teinte orangée ou jaunâtre. Donc si vous aimez ce type de couleur plus chaude pour votre écran, vous pouvez le passer en mode standard. Mais si vous aimez les couleurs saturées et que vous voulez quand même cet aspect chaud, vous pouvez en fait le modifier juste ici, en bas. Vous pouvez choisir chaud, froid ou simplement le régler manuellement. Donc à partir d'ici, sélectionnez simplement celui que vous préférez. Je vais m'en tenir à celui-ci. Et nous pouvons passer à autre chose. Nous avons donc plus bas. Nous n'avons pas d'affichage du taux de rafraîchissement de l'écran. D'accord, c'est intéressant. Bon, passons à autre chose. Centre de notification et de contrôle. Nous avons donc ici, espérons-le. Non, nous n'en avons pas. Super. D'accord. Une chose est désormais disponible ici, l'historique des notifications. J'aime bien l'activer. Donc, si vous avez un certain type de notification, par exemple, peu importe ce que nous avons ici, si je l'active, je ne sais pas si cela va fonctionner tout de suite. Je ne sais pas s'il faut recevoir la notification après avoir activé cette option pour que cela fonctionne. Mais nous allons vérifier. Je vais revenir en arrière juste un instant. Je vais faire glisser ceci. D'accord, je suppose que je ne vais pas le faire disparaître. D'accord, oui, je n'arrive pas à le faire disparaître. Mais en gros, ce que cela vous permet de faire, c'est que normalement, quand vous faites tout effacer et que cela supprime toutes les notifications ou que vous les faites toutes glisser rapidement, si vous vous rendez compte que vous avez supprimé quelque chose que vous vouliez en fait consulter, vous pouvez aller ici dans l'historique des notifications. Et ici, vous aurez toutes les notifications et vous pourrez simplement appuyer dessus. Même si vous les avez supprimées, elles seront conservées ici pendant un certain temps pour que vous puissiez y accéder. Cela vous donne donc un petit historique des notifications, même celles auxquelles vous pouvez accéder par la suite. Voyons maintenant. Dites-moi, est-ce que nous avons toujours un son actuellement? Je cherche le geste de balayage vers le bas. Par curiosité, est-ce déjà activé? Ah oui, c'est déjà activé. Je voulais vous montrer cela, mais il semble que ce soit activé par défaut, ou bien c'est la seule option. Vous pouvez faire glisser vers le bas n'importe où sur l'écran pour accéder à vos notifications et raccourcis, ce que j'apprécie personnellement. Une autre chose ici, cependant, c'est la personnalisation de la barre d'état ou... Pardon, non, ce n'est pas ça. Ah, attendez, c'est en fait ce que je cherchais. Mais en tout cas,
Cela vous permet donc de supprimer les icônes de votre barre d'état et bien plus encore. Non, pas ici. Il me semble qu'ailleurs, vous avez également la possibilité de modifier le style des notifications. Mais allumons-le. Et à partir de là, on peut se débarrasser des trucs inutiles. Et waouh, cela nous permet en fait d'enlever plus de choses que ce à quoi je suis habitué jusqu'à présent. La plupart des entreprises de nos jours ont rendu cela infaillible pour que vous ne puissiez pratiquement plus supprimer quoi que ce soit que l'entreprise considère comme important et que vous ne devriez pas pouvoir enlever. Donc si vous voulez vous débarrasser du Wi-Fi, tant pis pour vous, parce qu'une entreprise considère que c'est important. Donc vous ne pouvez pas le supprimer parce que Dieu nous en préserve, vous pourriez avoir un peu de conscience de vous-même et la capacité de réfléchir par vous-même. Mais ici, Lenovo nous donne en fait cette option. Merci. Donc, on peut se débarrasser de choses comme le Wi-Fi, même si cela ne fait que masquer l'icône en question, comme celle-ci. Donc, pour une raison quelconque, elle n'est de toute façon pas visible parce que je ne suis pas connecté à un réseau, c'est pour ça. Donc, vous savez quoi, juste pour le démontrer, je vais rapidement me connecter. Voilà, vous pouvez voir que je suis maintenant connecté et que mon réseau s'affiche ici. Donc, revenons en arrière. Et maintenant, quand je vais dans la barre d'état et que je retire le Wi-Fi, il disparaît d'ici tout en restant connecté. Donc, cela enlève juste quelque chose que j'aurais très probablement toujours activé. Les tablettes sont généralement utilisées à la maison. À la maison, on est généralement connecté à son réseau, même si votre routeur ne fonctionne pas ou si votre fournisseur traîne un peu et ne vous donne pas d'accès à Internet, vous êtes très probablement toujours connecté à ce routeur. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de voir dans ma barre d'état, j'aime quand c'est épuré. Donc c'est une chose. Vous pouvez aussi vous débarrasser d'autres trucs inutiles comme le Bluetooth si vous l'avez toujours activé. Peut-être que vous utilisez des écouteurs en permanence quand vous êtes chez vous et que vous voulez utiliser la tablette. C'est très bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette icône visible là-dedans. Quand c'est activé et qu'on a d'autres choses, il y aura Atmos. Cela ne devrait pas apparaître ici. Je suppose que vous pouvez supprimer cet emplacement. Nous avons le mode Ne pas déranger ainsi que le mode Avion et une minuterie donc. Ou pardon, le temps. Attendez. D'accord. Donc oui. Pourquoi je ne peux pas cliquer ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas cliquer ici? C'est bizarre. Comme vous pouvez le constater, je n'avais jamais remarqué cela. Bref, on peut ainsi supprimer certaines options que la plupart des appareils ne permettent pas d'utiliser. Maintenant, ce que je voulais cliquer avant, c'était le style du centre de contrôle. Personnellement, je déteste celui-ci, mais bon, il y a peut-être des gens qui l'adorent. Et cela vous permet simplement de séparer les deux côtés. Ainsi, les notifications sont séparées et le centre de contrôle aussi. Et en ce moment, j'ai configuré pour que les deux soient visibles en même temps. Je ne le fais pas. Je préfère comme ça. Je préfère que les deux soient visibles en même temps. Moins de manipulation, moins de temps perdu à faire glisser de gauche à droite ou simplement à faire attention de quel côté vous faites glisser vers le bas. Donc par exemple, avec ce nouveau centre de contrôle, si vous faites glisser depuis le côté droit, vous n'obtenez que les raccourcis. Si vous faites glisser depuis le côté gauche, vous obtenez les notifications. Et ensuite, si vous, je pense, faites glisser d'un côté à l'autre, voilà, on peut passer de l'un à l'autre. Comme vous le voyez, ils sont toujours positionnés avec le même espacement qu'auparavant. Et la seule chose, c'est qu'un seul est visible à la fois. Cela pourrait potentiellement changer si nous le passions en mode portrait. Voyons voir. Ouais. D'accord. C'est intéressant. Il semblerait donc que cela ne fonctionne qu'en mode paysage, mais en mode portrait, comme vous pouvez le constater, lorsque vous faites glisser l'écran vers le bas, cela vous donne les deux en même temps. Je tiens à être clair. C'est possible. Cela pourrait fonctionner correctement si vous redémarrez votre appareil. Il pourrait donc s'agir simplement d'un petit dysfonctionnement du système. Et après un redémarrage, il comprendrait qu'il est censé n'en afficher qu'un seul.
Mais en général, encore une fois, même si vous êtes en mode portrait, vous devriez avoir cette distinction entre le côté gauche et le côté droit et recevoir les notifications ou les raccourcis. Comme je l'ai dit, personnellement, je n'aime pas ça. Je préfère tout avoir au même endroit. Ça me facilite simplement la tâche pour tout avoir d'un coup, et en considérant ce point précis, lorsque vous optez pour une présentation séparée, le site ne s'étend pas sur toute la page. Ça le laisse exactement comme il est ici. Cela supprime tout simplement les notifications, ce qui le rend un peu inutile. Bref. Passons maintenant à la suite. Nous avons ici quelques actions pour le stylet qui s'affichent lorsque vous connectez votre stylet. Donc similaire à ce que propose Samsung. Nous avons donc des outils comme la loupe, la peinture virtuelle. Quoi? D'accord, je ne suis pas sûr de comprendre à quoi ça sert. On a les notes, on a des options de capture d'écran, même si vous pouvez aussi faire des captures d'écran avec les boutons et le cercle pour rechercher. Quelle curiosité! Hein? C'est intéressant. En parlant du cercle pour rechercher, voyons rapidement si on peut vraiment l'activer dans l'autre sens, celui qui est le plus couramment utilisé. Donc je pense que ça doit être dans la section générale, aller dans les paramètres, puis navigation système, et le cercle pour rechercher est activé. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi ça ne se lance pas. C'est normalement ce que vous êtes censé faire, mais attendez, voilà. Là, ça a marché. Voilà. Vous pouvez voir que lorsque vous appuyez sur Contrat, ça rétrécit. Cela indique que ça va s'activer. Donc c'est une façon de lancer le cercle pour rechercher. L'autre consiste à utiliser le stylet et entourer pour rechercher. Maintenant, contrairement à ce que son nom indique, je trouve personnellement que c'est un peu contre-intuitif car en réalité, on ne fait pas un cercle pour rechercher. En fait, il faut d'abord l'activer. Et une fois que vous l'avez activé, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Donc si je l'active simplement, enlevez ça. D'accord. Donc il y a quelques bizarreries quand on utilise le stylet. Oui, c'est vrai, ça semble particulièrement étrange et inhabituel quand on utilise un stylet. Il semble qu'il ne veuille pas vraiment se lancer du tout, directement comme ça. Et voilà. Donc gardez cela à l'esprit. Vous pourriez rencontrer quelques problèmes si vous utilisez un stylet. Il va simplement essayer de refuser ce type d'entrée. Mais bref, une fois que vous le lancez à partir d'ici, par exemple, lorsque vous avez Circle to Search, il y a plusieurs choses différentes que vous pouvez faire avec. Premièrement, vous pouvez écouter de la musique. Ça fonctionne en gros comme un Shazam sans avoir besoin de Shazam, ce qui est plutôt sympa en soi. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous avez du contenu comme celui-ci, des options ici, ceci que normalement vous ne pourriez pas copier, vous pouvez par exemple faire glisser en diagonale. Donc je sélectionne en gros de haut en bas. Voilà. Donc si vous imaginez que c'est une boîte maintenant, il va sélectionner le texte qu'il est censé sélectionner. Essayons encore une fois. Peux-tu lancer un disque? Voilà. C'est ce qu'il est censé faire. Très bien. Il essaie aussi de prendre celui-ci. Donc vous pouvez voir que maintenant il m'a permis de sélectionner tout le texte ici et je peux par exemple le copier à partir d'ici. Il fait aussi automatiquement une recherche Google du texte sélectionné, mais ce n'est pas limité uniquement à ce genre de fonctionnalité. Fermons ça et voyons peut-être ce qu'on va avoir juste ici. Ou je peux le faire comme ça. Donc vous pouvez voir que nous avons le logo d'Opera. Supposons maintenant que vous n'ayez pas le texte ici, donc vous ne savez pas ce que c'est. Je peux cliquer dessus et il n'y a que le logo comme indice et il fait la recherche de cette image visible. Donc à partir d'ici, vous pouvez voir qu'il vous donne une info rapide. Donc cette image montre le logo du navigateur web Opera et je peux faire défiler vers le bas. Voyons ce qu'on a d'autre. On a toutes les images parce que j'ai un peu sélectionné ça. Essayons encore une fois.
Est-ce que je peux ne pas avoir que des images? Non. Voilà. Donc, oh là là, allez. Donc vous voyez, je peux maintenant obtenir des liens vers ça, en gros le télécharger depuis n'importe où. Et je ne suis pas limité à ça. Alors faisons juste apparaître un petit accessoire ici. Donc par exemple, je vais déposer ça juste ici et allons chercher quelque chose. Voilà. Là, je fais ça spécifiquement pour bloquer le nom de ceci pour que la tablette puisse le voir, d'accord? Et à partir de là, je peux lancer quelque chose comme l'appareil photo. Et le pointer dessus. Voilà. Et une fois que c'est pointé, je vais juste... Où est-ce le... Voilà, la barre. Donc ça lance Google, le cercle pour rechercher. C'est une photo affreuse. Vraiment affreuse. Mais voyons si ça la trouve. Donc il détecte de quelle marque il s'agit. Mais oui, c'était trop affreux pour vraiment détecter ce que c'était sur cette photo, à part la marque. Alors essayons à nouveau. Pour la démonstration, avec l'appareil photo, glissez vers le haut pour afficher la barre. Et quand c'est fait, vous pouvez maintenant simplement cliquer dessus. Allez, n'importe quoi. Ah voilà, donc c'est KB02, KBO2. Comme vous pouvez le voir, il trouve simplement une image correspondante. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à part leur apparence, et il la trouve plutôt bien. Tant que vous lui donnez une image suffisamment correcte sur laquelle s'appuyer, il devrait trouver le résultat. Et vous pouvez faire cela avec beaucoup d'autres choses. Une autre chose que je voulais montrer en utilisant ceci, c'est qu'à l'arrière, vous pouvez voir que nous avons beaucoup de spécifications non anglaises. Maintenant, il n'y en a qu'un seul en anglais et ensuite, je suppose que c'est quoi? Japonais, coréen, je n'en ai aucune idée. Pour être honnête, je ne vais pas faire semblant de savoir lequel est lequel. Mais deux langues que je ne connais pas et ce que je peux faire maintenant, c'est aussi utiliser simplement l'appareil photo. Je peux aussi prendre une photo de ceci. Alors prenons plutôt une photo. Voilà, suffisant. Et une fois que j'ai la photo, je peux y accéder. Voilà. Vous pouvez donc voir sur la photo que le texte est toujours en plusieurs langues, n'est-ce pas? Alors activons-nous. Débarrassons-nous de ça. Activons le cercle pour rechercher à nouveau. J'ai carrément utilisé un stylet, et j'utilise ceci à la place. Et une fois que j'active le cercle pour rechercher, ce que je peux faire, c'est cliquer juste ici. Traduire. Il va automatiquement détecter la langue et la traduire dans n'importe quelle langue que je souhaite spécifier. Donc pour moi, ce sera l'anglais, et vous pouvez voir que maintenant, ça change la marque cependant. C'est un peu différent de ce qui est réellement écrit ici. Mais le modèle semble être correct. Et l'impédance, il a connu un léger échec, avec ce tout petit symbole des hommes. Mais bon, la sensibilité semble correcte, et vous pouvez voir que c'est traduit, et aussi en dessous, juste ici. Maintenant aussi, si vous ne l'aviez pas remarqué, je veux le souligner. Cela le traduit et essaie aussi de l'adapter visuellement. Donc ça ressemble en gros à ce que c'est sur la boîte, à l'origine sur la photo. Ce n'est pas superposé de façon bâclée comme avant, ça remplace directement le texte d'origine en dessous, le superpose et le rend vraiment très proche de l'original. Bon, ce n'est pas parfait, parfois on peut voir un petit côté bancal, essayons encore une fois. Voyons si on peut trouver quelque chose. D'accord, je ne sais pas si c'est le cas, c'est visible. Vous pouvez voir juste ici. Il y a comme une extension maintenant parce que le texte original était un peu plus large, il prenait plus de place. Ce que ça fait, c'est qu'il essaye essentiellement de s'adapter, d'adapter l'arrière-plan qui est juste ici et de le flouter.
Mais comme c'est plus granuleux, ce n'est pas, vous voyez, le même genre de couleur unie. Il applique un flou. Celui-ci ressort plus parce que c'est juste une couleur vraiment unie ici. Et essayons de zoomer, et vous pouvez voir cela plus clairement. Maintenant que je zoome, c'est un peu plus comme une tache uniforme comparée à celui-ci, qui est plutôt en pointillé. Donc c'est juste le genre de résultat que vous pouvez parfois obtenir. Et parfois, les lettres peuvent avoir une sorte de contour étrange autour d'elles. Donc selon la photo, vous pouvez avoir des résultats différents, mais franchement, c'est généralement vraiment pas mal. Bon, cela étant dit, il y a une dernière chose que je voulais vous présenter, et cela concerne le multitâche. Donc, si vous avez des applications ouvertes, c'est-à-dire en arrière-plan, vous pouvez consulter les applications récentes, cliquer dessus et ensuite faire quelque chose comme du partage d'écran. Je clique actuellement sur l'appareil photo, mais je sais pertinemment que le mode écran partagé pour l'appareil photo n'est pas possible. Hein? Eh bien, tant pis pour vous. Oui, en effet. C'est la première fois que je vois ça. Pfff. Enfin. D'accord, donc on dirait que tu es bien là. En tout cas, tu peux activer le mode écran partagé avec une caméra. Je pense que sur les téléphones, ce ne sera peut-être pas possible de toute façon. Donc, à partir d'ici, une fois que vous avez ouvert une application en mode écran partagé, votre tiroir d'applications s'ouvre et vous pouvez choisir n'importe quelle application à utiliser en écran partagé. Ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi faire glisser vers le haut ici pour afficher votre petit panneau. Et à partir d'ici, je devrais pouvoir voir que si je tape dessus, ça va l'ouvrir en plein écran. Si je clique juste ici. Non, c'est quoi ce délire? J'étais pourtant presque sûr qu'il y avait une option pour ça. Allez, essayons juste de faire ça. Donc vous avez une option de fenêtre flottante. Oui, je sais comment l'utiliser. J'ai donc une fenêtre flottante. Parfaitement utilisable et je devrais toujours pouvoir ouvrir la vue contextuelle. Essayons ça. Bon, c'est un peu bizarre la façon dont on doit y accéder. Vous pouvez donc afficher 3 applications différentes en écran partagé. On peut certes partager l'écran avec 2 fenêtres, l'une au premier plan, mais il semble qu'il faille en lancer une seule. Si je ferme ceci, voyez si je ferme ceci. Oh, je peux encore. Je ne comprends donc pas pourquoi je n'ai pas pu le faire avant. Peut-être que je choisissais une application qui ne prenait pas en charge la fenêtre contextuelle ou le mode écran partagé. Donc, dans tous les cas, vous pouvez partager l'écran avec 2 applications en même temps et en avoir une troisième en fenêtre contextuelle que vous pouvez déplacer et fermer si besoin. Et un autre point sympa, c'est que ici, si on va dans les applications récentes, donc, vous voyez celle-ci, il y a la paire Gmail et Chrome, n'est-ce pas? Si je clique juste ici, vous pouvez en fait enregistrer la paire d'applications. Et voilà, ça crée une icône pour elle. Donc maintenant, même si je ferme ça, il suffit de cliquer dessus et ça ouvrira automatiquement ces 2 applications. Ça enlève donc la contrainte de devoir, vous savez, combiner à nouveau ces 2 applications, car la façon de le faire n'est pas la plus simple. Donc, une fois que vous l'avez créé, je vous recommande peut-être d'enregistrer quelques paires que vous utilisez assez souvent. Quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.